Bonjour. Bonjour. Moi, je découvre en même temps que vous ce texte. C'est la première fois que je le vois, que je l'entends, donc évidemment c'est une surprise pour moi. Puis c'est la première fois qu'on met un texte de moi en scène, donc c'est encore plus troublant. C'est la première fois aussi qu'on parle et qu'on met en scène quelque part un fragment de ma vie personnelle, donc c'est encore plus troublant, quoi. Donc c'est de se voir en situation de représentation. Imaginez, hein, parce que on n'en a pas discuté, moi je leur ai fait confiance complètement sur l'adaptation du texte. Donc c'est bien, quoi. Je découvre la chose, quoi, donc en même temps que vous. Alors évidemment, quand on est historien et pas dramaturge, je comprends très bien qu'on puisse mettre en lumière, en valeur dans une lecture comme celle-là, qui est jouée avec beaucoup de talent, qu'on mette en scène effectivement les épisodes les plus douloureux en fait de cette histoire. Alors ça donne cette impression un peu éprouvante en fait, hein, de voir sans arrêt des massacres, des pogroms, des exclusions. On les a pas tous cités pourtant. Oui, on l'a pas tous cités absolument. Mais c'est extrêmement éprouvant, toutes ces citations terribles qui sont accumulées, qui arrivent, qui tombent, venant de partout d'ailleurs, etc. C'est quand même assez... c'est assez difficile, parce qu'on résume effectivement un siècle et demi en une heure, même, enfin une heure, oui bien sûr. Donc il y a ce côté un peu, oui, un peu éprouvant, hein, dans l'écoute de toutes ces catastrophes qui vont de l'assimilation culturelle à la guerre, au déplacement, à l'exil, aux expulsions, à l'exode bien sûr. Donc tout ça est très difficile. Alors simplement je dis ça parce que naturellement, dans la vie quotidienne qui a été la mienne, comme dans l'histoire générale des Juifs d'Algérie, ou des Européens, ou des musulmans, il y a eu aussi des moments de bonheur, de fête, de musique, de sortie, de découverte, de loisirs. Il y a eu tout ça aussi. Dans cet univers, il y a eu des moments de convivialité, des fêtes musicales. Bon, alors je sais que c'est très difficile de pouvoir restituer tout, hein. C'est le principe disons de la mise en scène pour attirer bien sûr l'attention, mais je voulais simplement signaler cet aspect-là quand même, hein, cet aspect de vie quotidienne où les gens dans le fond, même au plus fort des guerres, vont au théâtre, vont au cinéma, vont à la campagne, et puis font des circoncisions avec des fêtes, enfin des bar mitzvahs avec des fêtes et de la musique, des sorties, etc. C'est-à-dire qu'il y a aussi tout, il y a à la fois un univers commun, il y a un univers français, pour ce qui concerne les Juifs d'Algérie, puisque quand on arrive à la fin de cette histoire, comme on le sait, il y a le facteur de l'assimilation culturelle qui a joué à plein, et donc qui se vivait complètement dans la cité française, comme des Européens en fait, hein, qui allaient au cinéma, et qui allaient se divertir, etc. Mais c'est difficile, hein, de restituer à la fois ce qui a été l'arrachement, le déplacement, l'exode, et donc les pertes progressives d'identité, avec ce qui constitue la trame de la vie quotidienne. C'est ça qui est un peu compliqué, qui est un peu surprenant à voir. Maintenant, dans la restitution des grands événements historiques, évidemment, je peux rien dire de particulier, parce qu'il y a effectivement des grands événements historiques. Il y avait quelques petites fautes de date sur le texte, bon, c'est pas grave. Parce que moi je suis parti en 1962 par exemple, pas en 61, donc le 12 juin 62. En fait, on a gardé la date fatidique. Ben, c'est 62. Quand ton père a choisi. Ah, 61, oui, le départ c'est en 62, c'est pas en 61. Et le décret Crémieux c'est en 1870. C'est pas en 1871. Je peux m'amuser à... Il y a une loi qui le décret Crémieux en 1871. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, la loi est proposée en 70, mais on a choisi la date de l'application. Voilà. En fait. Mais dans l'imaginaire collectif commun... Parce qu'on a travaillé sur ce problème de date. Tout à fait, non, je sais. Mais dans l'imaginaire collectif commun, admis, etc., le décret Crémieux, c'est 1870. Voilà. C'est dans l'acceptation classique. À force de vouloir être trop précis... entre le décalage, entre la promulgation et l'imaginaire. Bon. Ceux qui l'attaquent le font passer comme un décret du gouvernement provisoire. De 1870. Alors qu'en réalité, il a force de loi. Tout à fait, en 1871. Mais pour tout le monde... Force de loi. Donc ce sont antisémites de le parler du décret Crémieux plutôt que de parler de la loi Crémieux. Tout à fait. Mais quand on fait une pièce qui dure 1 heure et qu'on s'exprime avec les mots, je veux dire, qui permettent de frapper, qui font appel en fait à un souvenir collectif,
le souvenir collectif, c'est effectivement 1870. Donc ça, c'est un petit reproche au sens inverse, trop précis par rapport à... Non, c'est des petits détails que sur simplement je voulais signaler, parce que, encore une fois, comme c'est la première fois que je vois une représentation sur la base d'un texte, je trouve ça incroyable, quoi. Donc je suis extrêmement surpris. Donc j'arrive pas à me départir du réflexe classique de celui qui écrit des trucs d'histoire. Je sais pas si vous voyez ce que... C'est-à-dire, attention, la date, le personnage, etc. Mais je suis extrêmement surpris quand même par l'exactitude de la restitution, de la reconstitution quand même par exemple, de la photo de 1938, j'y avais pas pensé. C'est-à-dire quand vous parlez de cette photo, de l'insouciance, de la veille de guerre, de cette famille à la campagne, ça moi je trouve ça formidable. Ça c'est des choses vraiment que j'ai beaucoup aimé. C'est cette question de la reconstitution de l'univers d'une famille devant un objectif. Et à la limite, je m'attendais presque à voir derrière l'écran la photo apparaître. Je me suis dit, ça y est, ils vont faire apparaître la photo derrière. Eh ben non, c'est dommage, parce que là, la photo aurait pu arriver. Vous savez que les photos existent, évidemment, parce que chacune des photos auxquelles le texte fait allusion existe, évidemment. Et sont des descriptions de photos et d'univers. Et ça aurait été bien, à un moment donné, effectivement, de voir apparaître le grand-père en tenue ottomane, avec celui qui est en tenue européenne, comme la tenue de 1938, enfin la famille de 1938 par exemple. Ça c'est des choses qui sont extraordinaires, avec le départ de 1962, tout le monde avec des manteaux en plein été. On voit bien ça d'ailleurs dans les films maintenant, quand on regarde bien les films d'archives, on voit bien les départs en 1962, les gens sont tous très chaudement vêtus, c'est absolument incroyable. Bon bref, tout ça pour dire que moi ça m'a plu, évidemment, c'est étonnant, c'est surprenant, et puis bon, il y a peut-être des questions Enfin, je pense que les questions, elles peuvent porter surtout, non pas sur l'exactitude telle que je viens de le faire moi parce que on va pas s'en sortir, mais sur aussi la tonalité, peut-être l'ambiance générale, les accents, peut-être aussi, on peut discuter de ces questions-là, bien sûr. Voilà, je vous remercie. Peut-être juste avant de vous laisser la parole sur les questions, juste je réponds du coup je réponds à Benjamin et pourquoi ce montage-là. C'est parce que je pensais que le parler, cette culture méditerranéenne commune, pour moi nous sommes Marseillais, et même dans le quartier où on est, moi je suis dans le 19e, je retrouve très fortement cette culture méditerranéenne, qu'elle soit avec des Algériens ou des Maghrébins ou des Français du Sud. Elle s'est exportée, il me semble, partout où ces populations sont allées. Et il me semble qu'on connaissait plus, paradoxalement parfois, même si on ne connaît pas bien la musique traditionnelle constantinoise, même s'il y a des choses qui ont quand même été perdues, il y a quand même cette tradition populaire, culinaire, qui continue à être partagée. Par contre, ce qu'on ne connaît pas, c'est les processus historiques de colonisation, d'assimilation, et ce qui fait pourquoi nous sommes là, finalement. Enfin, je dis nous, parce qu'il se trouve qu'aussi, moi, personnellement, mon histoire est mêlée à ça, mais c'est pas ça qui m'a amené au livre, d'ailleurs, et je m'en suis aperçu au fur et à mesure de la mise en scène qu'en fait le lien était plus étroit que ce que je pensais. Mais voilà, juste pour répondre à ça, c'est pour ça qu'on entend ces phrases assez ignobles des antisémites, qu'on entend cet appel des musulmans. Je crois que ce que j'ai voulu plus mettre en avant aussi, c'est pas tellement l'horreur de l'extrême droite, même s'il faut la faire entendre, d'autant plus parce qu'aujourd'hui, elle a un retour très très fort chez nous en France, et qu'il faut sans cesse rappeler que cette histoire est très proche. Par contre, ce que j'ai voulu faire entendre, c'est ce rapport complexe du judaïsme algérien, et du coup, de voir comment le décret Crémieux n'était pas seulement... Il était une division de la population juive et musulmane, mais c'était aussi une forme d'émancipation qui a été portée par les Juifs de France dans le but de faire acquérir des droits à des gens qui... Après, M. Benjamin la pourra confirmer, parce que c'est de ses sources, hein, qui a permis donc de faire acquérir des droits à des gens qui, sous la colonisation française, n'en avaient pas. Donc j'ai trouvé d'autant plus intéressant, c'est que j'ai donné la parole, comme toi tu le fais, à Ferhat Abbas, qui est quelqu'un qui a été oublié, à mon avis, politiquement, et qui est quelqu'un qui est très important, qui a, comme il a été dit, de penser cette mixité franco-algérienne, même si aujourd'hui ça peut paraître paradoxal. Et je pense que cette mixité-là est justement issue de ce noyau méditerranéen commun. Voilà. Et dernière chose, sur ce qu'on a voulu mettre en avant, c'était du coup aussi que l'argument, j'allais dire des fascistes, c'est une erreur historique, ça va trop vite, l'argument de l'extrême droite
qui dit que le décret Crémieux, donc la naturalisation des Juifs, a braqué les musulmans contre la France. C'est un argument qui reviendra de manière récurrente. Pour moi, ce qui était intéressant, c'est de voir justement là où on voyait qu'il y avait une fraternité entre musulmans et juifs, c'est qu'à aucun moment, même quand les populations juives sont victimes de pogroms, les élites juives vont militer pour que les musulmans, eux, aient aussi ces droits, en fait. Et c'est cet aspect-là, tout comme les musulmans, et Ferhat Abbas va répondre en disant que non, ils sont pour le rétablissement des droits des juifs. C'est cette histoire-là de fraternité historique qui est très importante et qui est très très peu connue. Parce que comme dit Benjamin, l'histoire s'écrit à l'envers, et on ne connaît qu'aujourd'hui, on ne connaît aujourd'hui que ces rapports musulmans-juifs par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il y a cette violence-là, parce que la violence historique a existé, et donc c'est peut-être pour ça que c'est un petit peu éprouvant. Mais voilà, peut-être si tu veux compléter. Je voulais remercier quand même la comédienne qui est là, qui a resté 1 heure en scène. Et là, ils l'ont mis au débat, mais d'habitude, c'est une clause entre nous, parce qu'on travaille beaucoup, jusqu'à l'épuisement, et en fait, la clause, c'est quand elle a fini, elle peut sortir fumer sa clope. Donc, tu n'es pas obligé de rester. Voilà, ben merci si vous avez apprécié, parce que pour nous, c'est un travail qui est très très frais. C'est la toute première, et j'espère qu'il y en aura d'autres, parce qu'on a vraiment besoin de continuer à travailler sur cette matière-là, qu'on commence à explorer sur scène. Un dernier point historique général, c'est pas sur une date. C'est une critique encore? Non, pas de critique, c'est une précision, j'essaye de pas... Non, pas du tout. Non, c'est que, la représentation insiste beaucoup sur les rapports judéo-musulmans, par rapport à ce qu'on connaît de l'histoire, entre guillemets, indigène. Il y a aussi tout un rapport très fort de la communauté juive avec la gauche républicaine française, hein, c'est-à-dire l'appartenance à la gauche, qu'on a oublié aujourd'hui. C'est que la plupart des juifs d'Algérie, jusqu'à la guerre d'Algérie, pratiquement pendant presque 70 ans, ont fait partie des organisations de la gauche. Je me suis dit non, peut-être, toute ma famille était à gauche, tout le monde votait gauche, SFIO, Parti Radical, tout ce que vous voudrez. Ça c'est certain, en Algérie, ça c'est sûr, jusqu'à la guerre d'Algérie. Si vous dites le contraire, tant mieux pour vous, mais je peux vous garantir que c'est vrai. Donc ça va jusqu'au Parti communiste algérien, où il y avait des juifs dans le Parti communiste algérien, ça on l'a oublié aujourd'hui, c'est très important. Donc il y avait des juifs dans le Parti communiste algérien, beaucoup de juifs qui étaient au Parti socialiste, beaucoup de juifs étaient dans ce qu'on appelle le Grand Orient de France, qui faisait partie de la Ligue des droits de l'homme. Donc il y a tout un aspect aussi, on ne peut pas tout traiter, c'est pas ça la question, mais dans l'intersection qui existe entre les communautés, il y a cette intersection-là, c'est-à-dire par le politique, c'est-à-dire entre la communauté juive et la gauche républicaine française. Pourquoi? Bien tout simplement parce que c'est la gauche républicaine française qui avait combattu au moment de l'affaire Dreyfus. Et l'affaire Dreyfus a été un marqueur, monsieur il connaît vachement bien l'histoire, d'accord? L'affaire Dreyfus a été un marqueur décisif dans l'histoire de la communauté juive d'Algérie, notamment avec l'élection de Drummond en Algérie, ça c'est fondamental. Max Régis, qui a été aussi un des élus antisémites, Morino, le maire de Constantine, qui était un grand antisémite aussi. Et donc par rapport, disons, à cette droite nationaliste française, l'appartenance, disons, au camp républicain à partir de l'affaire Dreyfus a été très important. Dans toutes les grandes villes d'Algérie, c'est quelque chose, c'est une composante. Donc quand je dis dans le camp de la gauche, c'est au sens large. Ça va bien sûr de la Ligue des droits de l'homme jusqu'à l'appartenance au Parti communiste algérien, qui était relativement importante pour les jeunes juifs d'Algérie, notamment après 1945. Ce sont des faits historiques, je les signale, parce que maintenant ils sont oubliés complètement. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que après le basculement vers l'Algérie française, qui est mentionné à juste titre, d'ailleurs à juste raison, à partir de 1959, 60, 61, et qui a fait s'évanouir, disons, cette histoire-là, cette histoire d'appartenance à cette jointure intercommunautaire très importante, et qui n'était, disons, qui n'était pas facile à tenir à cette époque-là, et qui était quand même très importante. D'où leur combat pour l'émancipation des musulmans. Oui, parce qu'ils appartenaient au camp de la gauche républicaine. Sinon, c'est incompréhensible. Je veux dire, des personnages comme, évidemment, Jean Daniel, mais pas seulement, mais je veux dire, Aboulker, enfin, je ne vais pas faire la liste de tous les personnages très importants de la communauté juive, y compris ceux qui appartenaient au mouvement religieux, étaient dans cette mouvance-là. Ils appartenaient à cette mouvance émancipatrice, qui faisait confiance aux Lumières,
la Ligue des droits de l'homme, etc., etc. Donc il y a à la fois les rapports judéo-musulmans et les rapports européens qui se font aussi par l'intermédiaire du politique. Voilà, c'était simplement une précision.